Je voulais parler un petit peu du voyage en Russie et de comment se déplacer en Russie. Donc pour l'instant, j'ai pas énormément voyagé, je suis allée seulement dans quelques villes et je suis restée surtout dans l'ouest de la Russie. Mais le jour où j'irai jusqu'au Baïkal, je referai une vidéo update pour expliquer comment ça s'est passé. Donc j'habite à Moscou, et à Moscou même, c'est vraiment facile de se déplacer pour moi, du moment qu'on télécharge une application, l'équivalent de Google Maps russe, donc Yandex Maps. C'est vraiment très très simple, l'application est très bien faite, donc même les premières fois où je suis allée en Russie, j'ai pas eu trop de mal à me déplacer dans Moscou ou dans Saint-Pétersbourg, c'est la même chose. À partir du moment où on a cette application, une connexion internet, on n'a pas besoin de parler russe pour réussir à se déplacer. Bon, parfois c'est un peu compliqué dans les métros parce que les passages souterrains entre deux stations de métro peuvent être très longs, mais en général c'est bien indiqué et tout est indiqué en russe et en anglais. Donc même si on ne connaît pas l'alphabet russe, c'est assez simple de se déplacer. Et le métro à Moscou est vraiment très performant. Il passe toutes les quelques minutes, il est propre, les métros sont toujours à l'heure, ou quasiment. Le seul problème c'est que la ville est vraiment énorme, donc dès qu'on veut aller quelque part, ça prend des heures pour s'y rendre. Mais c'est facile, on s'y retrouve et c'est confortable en général. Après, quand on veut aller un petit peu à l'écart de la ville, les trains sont parfois moins confortables. C'est des trains beaucoup plus vieux, des trains électriques comme ils disent en russe. Donc j'essaierai de mettre des vidéos à droite ou à gauche pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Il y a quelques semaines par exemple, je suis allée visiter une petite ville qui est à peut-être 70 km de Moscou, qui s'appelle Sergeïev Posad. Et c'est une petite ville vraiment très jolie. Il me semble qu'il y a deux moyens d'y aller depuis Moscou. Donc il y a le train express qui doit être beaucoup plus confortable. Moi j'ai choisi le train électrique. Donc il s'arrête toutes les 15 minutes dans des petits villages. Et puis c'est pas forcément le train le plus moderne du monde, mais ça se passe. Après, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a pas mal de solutions pour se déplacer. Il y a l'avion bien sûr, mais il faut prendre un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport et ça prend du temps. Donc le train au final c'est pas une mauvaise solution. Il y a un train rapide qui s'appelle le Sapsan qui prend seulement quelques heures, peut-être 3 ou 4 heures, et qui est assez cher, ça doit être sans doute 4000 roubles ou quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Mais il nous emmène directement en centre-ville et c'est confortable si on veut faire le trajet rapidement. Et ensuite, il y a les trains de nuit. Et moi, en tant que Française, j'avais jamais pris de train de nuit, donc j'avais un petit peu peur, j'avoue. Pour moi, l'idée de dormir et de voyager avec un wagon de personnes totalement inconnues, c'est pas forcément l'idée la plus confortable du monde. Et puis en France, on n'a pas forcément une expérience très confortable du train. Combien de fois j'ai pris un train en France où c'était complètement le bazar, c'était vraiment très sale. Du coup, j'avoue que j'appréhendais un petit peu d'essayer les trains de nuit en Russie. Et au final, il y a quelques semaines, un ami m'a invité en Crimée à le rejoindre. Et il n'y a pas vraiment de choix pour se rendre en Crimée, puisque les aéroports ne fonctionnent plus tout autour de cette région. Donc forcément, c'est le train de nuit et ça prend 30 heures. Donc j'avoue qu'en y allant, j'étais pas très sereine, mais j'avais déjà pris plusieurs fois des trains moins longs pour aller dans des villes plus proches de Moscou, comme Ryazan ou Saint-Pétersbourg tout simplement. Et je savais que ça se passe mieux qu'en France, c'est mieux organisé, c'est plus propre aussi, et les gens sont plus polis peut-être de façon générale, ou se comportent mieux, je pense. Du coup, bref, j'ai pris ce train de 30 heures. Il y a plusieurs possibilités dans ce genre de train. On peut prendre le wagon le plus bas de gamme, on va dire, ou le moins cher, qui s'appelle le Platzkart. En fait, dans ce genre de wagon, on a un long couloir avec des compartiments ouverts. Et dans chaque compartiment, on a 4 couchettes, 2 et 2, avec une couchette en haut, une couchette en bas, et une table entre les deux qui est à partager. Et ensuite, il y a encore 2 couchettes de l'autre côté du couloir. Et dans chaque wagon, d'un côté, on a des toilettes, et de l'autre côté, il y a un espace où le contrôleur, en gros, du wagon reste pendant tout le trajet. Et où on peut prendre de l'eau chaude, on peut acheter des choses à manger, ou demander de l'aide, ou demander des draps s'il y a besoin. Donc l'inconvénient du Platzkart, c'est que on est vraiment très tassé. Il y a un espace très réduit où on est à 6 en fait dans chaque compartiment. Les couchettes sont aussi assez petites, donc pour moi c'est pas trop un problème parce que je fais 1m63, donc je passe partout. Mais pour mes amis plus grands, souvent ils prennent la classe supérieure parce qu'ils tiennent pas tout simplement sur la couchette. Et puis quand j'ai pris ce train pour aller en Crimée, pendant la nuit, il y avait des pieds qui dépassaient dans le couloir de toutes les couchettes parce que les gens ne tiennent pas tout simplement sur ces couchettes trop petites. Donc ouais, j'avais un petit peu peur de passer autant de temps tassée comme une sardine avec autant de gens que je connaissais pas. Mais au final, l'atmosphère et l'ambiance est vraiment particulière dans ce genre de train. Les gens se mettent très rapidement à discuter, on échange, on raconte sa vie et ça passe tout seul en fait. Mes amis russes m'ont dit que c'était un petit peu énervant pour eux de devoir réentamer une conversation et discuter avec d'autres gens dans ce genre de train.
Mais pour moi, c'était une expérience toute nouvelle, c'est une bonne pratique du russe, donc j'étais très contente. Donc pour ce premier trajet de 30 heures jusqu'à Simferopol, de Moscou à Simferopol, j'étais avec un couple plus âgé, qui devait avoir la cinquantaine peut-être, et une fille plus jeune. Et c'est vraiment très typique des femmes russes un peu plus âgées. La femme qui était avec moi a essayé de me nourrir pendant tout le trajet, donc elle m'a donné... Enfin, c'est impossible de refuser en Russie, je ne sais pas refuser. Les femmes me poursuivent avec de la nourriture, je ne sais pas pourquoi. Elle me disait des choses comme oh, si tu manges pas, le vent va t'emporter, donc il faut vraiment que tu manges. Et de toute façon, j'avais pas le choix, elle me mettait tout dans les mains. Et donc il a fallu que je mange pendant tout le trajet. On a dû quitter Moscou peut-être à 14 heures ou 15 heures, et après, pendant les 6 heures suivantes, tout le monde était assis autour de la table et discutait. Tout le monde me posait des questions sur la France, sur pas du tout des questions de politique, mais plutôt des questions de comment les gens vivent chez toi, quelles sont les différences avec la Russie, qu'est-ce que tu aimes ici, qu'est-ce que tu aimes moins. Et c'était vraiment une conversation intéressante, j'ai beaucoup aimé, mais au bout de 6 heures de russe d'affilée, j'en pouvais plus. J'ai cru que ma tête allait exploser. Donc je pense qu'ils ont fini par le comprendre, ils m'ont laissé dormir. Mais à 6h30 du matin, le jour suivant, c'était la même chose, rebelote, tout le monde autour de la table à discuter. Et là, c'était un peu trop pour moi, j'avoue. Et puis dans le train pour aller en Crimée, forcément, il y avait pas mal de militaires. Et il y en avait un qui nous avait entendu discuter la veille au soir et qui avait compris que j'étais française. Et le matin, à 6h, il vient jusqu'à ma couchette, il s'assoit sur ma couchette. Moi, j'étais en pyjama, pas super à l'aise, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de situation, d'être en pyjama avec plein de gens autour de moi que je ne connais pas. Donc il s'assoit sur ma couchette et il me demande un selfie pour prouver à ses copains qu'il avait vu une Française dans le train. J'étais pas très confortable, j'avoue, à ce moment-là. Donc j'ai essayé de refuser poliment. Mais en Russie, quand on veut refuser quelque chose, il faut vraiment être très assertif. Je sais pas si c'est un mot français. Enfin, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, il faut vraiment le dire, le répéter. Et j'en suis pas forcément capable. Donc j'ai timidement essayé de refuser pendant un quart d'heure jusqu'à ce que ma voisine gentiment lui dise de partir tout simplement. Et les gens sont toujours très contents de discuter de la Russie, de savoir que c'est un pays qui me plaît, que je me sens bien ici. Et ils sont très généreux, ils veulent toujours m'offrir quelque chose, un souvenir, des livres. Combien de fois on m'a offert des livres? Très souvent quand je prends le train, je repars avec plus de choses que ce que j'avais emporté. Où les gens donnent aussi beaucoup de nourriture, ils veulent toujours être sûrs qu'on ait assez à manger. Encore une fois, en allant en Crimée, c'était un choix de ma part d'ignorer la politique. Aussi, j'étais assez curieuse de savoir comment ça se passe, comment les gens vivent sur place, parce que j'en avais juste aucune idée. Et j'avais pas trop peur parce que j'avais un ami sur place, donc je savais que s'il était toujours en vie, ça voulait dire que probablement j'allais survivre à une semaine en Crimée. Donc j'ai pris le train de Moscou jusqu'à Simferopol, qui est une ville au centre de la Crimée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes SIM russes ne fonctionnent pas en Crimée. À partir du moment où on traverse le pont de Crimée, on perd totalement notre réseau et on n'a plus accès à Internet. Donc heureusement, j'avais été un peu prévoyante et j'avais pris des screenshots de mon trajet jusqu'à l'hôtel, parce que quand je suis arrivée le soir à Simferopol, déjà il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas grand monde dans la rue, c'était un petit peu inquiétant. Et puis j'avais pas Internet, j'avais pas de moyen de me repérer. Donc avec mes captures d'écran de mon trajet, j'ai réussi à aller jusqu'à l'hôtel. Simferopol, c'est pas forcément une ville super intéressante. Sur place, il y avait pas mal de militaires, il y a une présence militaire assez forte, mais c'est très calme, les gens vivent leur vie normalement. Il y a pas mal de personnes âgées. J'y suis allée à peu près au moment de Pâques, donc il y avait des célébrations religieuses. Après, je dirais que la notion de politique est plus présente à Simferopol qu'à Moscou, c'est moins neutre, disons. Donc il y a pas mal de slogans partout sur les murs, d'images. Les gens se promènent beaucoup avec les symboles Z ou V qui sont très pro-russes du coup. Mais après, il n'y a pas de problème pour se déplacer dans la ville, c'est une ville qui est totalement paisible, en tout cas en ce moment. Ensuite, je suis allée visiter une petite ville qui est entre Simferopol et Sévastopol. Mais l'intérêt, c'est d'aller dans la montagne, se promener un petit peu à côté de la ville. Il y a un monastère perdu dans la montagne, des grottes, et puis tout simplement des sentiers de randonnée qui sont agréables. Ensuite, j'ai aussi visité Sévastopol, qui est une ville très agréable aussi, plus intéressante que Simferopol. Et de Sévastopol, j'ai pris un bus jusqu'à Yalta et j'ai passé 2 jours à Yalta. Yalta, c'est clairement la ville que j'ai préférée en Crimée parce qu'il y a à la fois la montagne tout autour de la ville et puis la mer. C'est une très petite ville, donc on peut se déplacer à pied sans problème. C'est une ville touristique, il y a des restaurants partout, c'est très confortable en avril parce qu'il n'y a pas grand monde. Et je suis allée faire de la randonnée directement en partant à pied de la ville, pas besoin de prendre des transports. Je suis montée dans la montagne et j'ai fait un petit tour pour voir la vue sur Yalta. Et il y a des chats absolument partout, donc j'étais très contente. Ils m'accompagnaient dans mon voyage, il fallait que je m'arrête pendant une demi-heure pour en caresser un ou deux, parce qu'à chaque fois que je me baissais, ils sautaient sur mes genoux, et puis il n'y avait pas moyen de se dégager après coup.
Ils ont une petite tour Eiffel au bord de la mer aussi à Yalta qui est illuminée le soir. Donc je suis allée voir la tour Eiffel de Yalta, en bonne française. Et Yalta, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une ville beaucoup plus neutre. Il y a beaucoup moins de rappels de la politique ou de militaires que à Simferopol. Et ensuite, il a fallu remonter dans le train pour le trajet du retour, encore 30 heures. Et cette fois-ci, j'avais choisi une autre option qui est un petit peu plus haut de gamme, le coupé, où au lieu d'avoir des compartiments qui sont ouverts sur le couloir central, les compartiments sont fermés, donc on n'est que à 4 par compartiment, et ils sont un petit peu plus grands, donc les couchettes sont plus longues. Mais au final, j'ai trouvé ça moins confortable parce que d'être complètement enfermé dans un tout petit espace avec 3 personnes, j'ai trouvé ça moins confortable que d'être avec 6 personnes dans un espace ouvert. Et puis il faut aussi préciser que j'étais avec un vieux vétéran de 80 ans qui buvait du cognac dans une bouteille de Coca-Cola. Et à la fin du trajet, ça devenait vraiment compliqué de le comprendre. Il arrêtait pas de me parler, il m'appelait Gabrik et il me racontait des blagues en russe où je comprenais plus rien parce que j'étais fatiguée, parce qu'il parlait plus de façon très intelligible. Donc c'était long, franchement c'était long. Mais après, encore une fois, je me sentais totalement en sécurité, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc voilà, l'expérience des trains de nuit, c'était une bonne expérience et maintenant j'ai plus du tout peur de les prendre. Je sais que je peux aller à peu près n'importe où en Russie et qu'il n'y aura pas de problème. Et quelque chose qui est un petit peu agaçant quand on est étranger et qu'on se déplace en Russie, c'est qu'il faut une carte d'enregistrement. Normalement, officiellement, c'est quand on reste plus de 7 jours à un même endroit, il faut qu'on soit enregistré. Le truc, c'est que quand on va dans un hôtel, parfois ils nous font l'enregistrement sans même qu'on le demande. Donc ça veut dire qu'il faut le renouveler. En fait, quand je retourne à Moscou, il faut que je refasse mon enregistrement. Et dans tous les cas, je le fais à chaque fois, en fait, parce que j'ai un petit peu peur de... si jamais ils changent les règles ou des choses comme ça, je préfère être du côté de la sécurité. Donc je fais cet enregistrement à chaque fois. Ça prend un peu de temps. Les hôtels savent pas forcément le faire quand ils sont un petit peu à l'écart des zones plus touristiques. Et parfois, il faut leur réexpliquer. À Simferopol, par exemple, à la réception, ils m'ont dit non, vous n'avez pas besoin d'un enregistrement. Mais je le sais que j'en ai besoin, j'ai l'habitude maintenant. Donc il faut négocier parfois. Et puis j'avoue que j'aime pas beaucoup cette idée que mes déplacements soient suivis tout le temps, même si, enfin, évidemment ça fait rien, c'est juste sur le principe en fait que j'aime pas beaucoup cette idée-là. Mais bon, à part ça, je trouve ça très facile de se déplacer en Russie. Le problème principal, c'est les distances, parce que du coup, pour aller où que ce soit, il faut passer des heures dans le train ou dans l'avion. C'est assez cher aussi de se déplacer, surtout en avion en Russie. C'est aussi cher que d'aller à l'étranger, en fait, même si c'est au sein du même pays. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment une expérience confortable et agréable pour moi. Et puis, les gens sont très communicants et très bavards, donc j'ai toujours un moyen de pratiquer mon russe. Donc je pense que je vais continuer de voyager autour de Moscou sur les week-ends. En utilisant les trains de nuit. Du coup, c'est vraiment pratique parce que on prend le train le soir à Moscou et on se réveille le lendemain matin dans une nouvelle ville. Ça évite de payer un hôtel et puis c'est beaucoup moins cher que l'avion. Et puis j'aimerais beaucoup aller au Baïkal. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais je vais essayer de faire ça cet été. Et si j'y arrive, je referai sans doute une vidéo pour expliquer comment ça s'est passé, ce que j'ai vu, etc. Voilà.